Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Peut-on rester en poste malgré la pression de la justice? Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti dans le viseur. Et y a-t-il besoin de revoir les indemnités chômage? À quoi peut bien servir aussi le Conseil national de la refondation? Va-t-on se prendre en pleine figure le mur de la dette, les droits de succession, les retraites, les factures de l'énergie? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par l'étau qui se resserre autour d'Alexis Kohler, mis en examen, Éric Dupond-Moretti renvoyé devant la Cour de la justice. Deux affaires bien différentes pour ces deux proches du président. Est-ce qu'ils peuvent raisonnablement rester à leur poste aujourd'hui? Mais on est coupable lorsqu'on est définitivement condamné. On est donc innocent avant. Et il faut absolument respecter cela, quelles que soient les affaires. C'est fondamental dans une société en plus qui met en cause des responsabilités de plus en plus vite, avec un tribunal médiatique, comme on dit en général, entre guillemets, mais qui, la réalité c'est qu'il existe aussi. Vous êtes quasiment condamné par l'opinion publique plusieurs années avant d'obtenir une relaxe ou un non-lieu. Donc c'est ce qui vous est arrivé important hier, c'est ça, dans l'affaire Tapie. Oui, la Cour de justice a prononcé un non-lieu dans l'affaire de l'indemnisation de la fiscalité, enfin des indemnités qui avaient été versées à Bernard Tapie. On avait indiqué, ça fait des années qu'on indique que comme ministre du budget, j'avais fait un cadeau, entre guillemets, à Bernard Tapie. C'était pas vrai du tout. Mais c'est impossible de s'expliquer, parce que c'est en général des choses extrêmement compliquées. Il faut rentrer dans un dossier extrêmement complexe. Donc on garde en tête des simplicités, on prend de mauvais chiffres. Mais vous aviez été obligé de faire des pas de côté de la vie politique. Oui, j'ai été souvent mis en cause et toujours disculpé par la justice. Mais dès que vous avez des responsabilités, dès que vous prenez des décisions qui ne sont pas conformes à ce que vous dit votre administration ou à ce que la bien-pensance peut sembler, dès que vous êtes un peu indépendant et que vous avez un jugement personnel, vous pouvez être mis en cause pendant très longtemps. Mais ce qui compte, c'est au fond, au bout du compte, d'être connu comme innocent. Je ne sais pas si le terme est le bon, mais enfin en tout cas innocent de ce de quoi on vous accuse. Et c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement lent. Donc vous avez évidemment le droit de continuer à faire votre métier, et c'est la moindre des choses. Est-ce qu'on peut le faire sereinement? Parce que vous l'avez connu, vous l'avez vécu ça. Quand on est inquiété comme ça, est-ce que c'est compatible? Et qui plus est quand on est ministre de la Justice comme Éric Dupond-Moretti, où c'est plus sensible quand même, non? Écoutez, Éric Dupond-Moretti, il a d'abord fait un recours devant la Cour de cassation contre cette décision. Donc, il n'est pas renvoyé techniquement et juridiquement. Oui, il peut, bien sûr. Il peut le faire. Il se déportera s'il y a des décisions qui correspondent à cette affaire. Mais il est parfaitement innocent au jour d'aujourd'hui, devant le droit et devant l'opinion publique, de ce mais éthiquement, de ce pourquoi on l'accuse. Emmanuel Macron avait prôné l'exemplarité. Il avait dit, démission dès qu'il y a de la suspicion. Là, on n'est plus là, d'un point de vue éthique. Mais il y a aucune, c'est plus difficile. Non, il n'y a aucune confusion. Je pense que vous ne pouvez pas avoir une société de plus en plus accusatoire. Chacun peut le vérifier avec ses propres responsabilités. Mais on ne peut pas être dans une société de plus en plus accusatoire et au fond avoir une présomption d'innocence qui baisse en même temps. Il faut au contraire monter la présomption d'innocence au même rythme que la présomption de culpabilité. Et donc c'est très très important. Donc la présomption d'innocence, tout le monde le dit, mais personne ne s'en occupe, personne n'en tire des conclusions. C'est bien qu'un président de la République, vis-à-vis d'un ministre ou vis-à-vis d'un éminent collaborateur, décide que cette présomption d'innocence, elle joue et elle doit jouer à plein. Et moi je soutiendrai toujours cela. Je soutiendrai toujours cela. Oui, mais c'était pas le cas au moment où Emmanuel Macron avait pris, il avait dit exemplarité, on se souvient, il y en a beaucoup qui ont démissionné. Et alors en quoi François Drugy, François Bayrou, ça c'est leur problème. Mais en quoi n'est-ce pas exemplaire? C'est exemplaire de considérer que la justice, elle n'est pas encore passée, et pas du tout. Et d'ailleurs probablement ces deux affaires se termineront bien pour les personnes concernées. Ça on verra. Écoutez, j'ai pas d'informations, mais je connais l'ensemble
des personnes. Et je crois profondément à cette présomption d'innocence. Encore une fois, il faut réfléchir à ça. On ne peut pas avoir une société dans laquelle on est de plus en plus responsable et de l'autre, avoir une présomption d'innocence qui diminue sans arrêt, qui ne vaut plus rien. Une petite parenthèse encore à ce sujet, autour des accusations, c'est Julien Bayou qui sort du silence et qui justement accuse Sandrine Rousseau d'être allée trop loin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce grand déballage? Alors là, sur ce sujet, on ne peut même plus s'exprimer, on est attaqué d'avance. En tout cas, moi je considère, M. Bayou, c'est quand même un petit procureur dans son style. Il a beaucoup accusé plein d'autres gens sur plein d'autres sujets. Donc il faut quand même juste remettre sa personnalité pour ce qu'elle est. Maintenant, c'est aussi un citoyen. Il est accusé, je ne sais pas s'il y a une justice, je ne sais pas s'il y a une affaire de justice, mais en tout cas, Madame Rousseau est aussi une sorte de petit procureur. Je vois qu'il y a des cellules d'enquête internes, des partis politiques. C'est une justice parallèle qui était inacceptable, enfin totalement inacceptable. Soit la justice est saisie et la justice fait son travail. Par principe, c'est toujours long puisque la justice doit vérifier beaucoup de choses. C'est évidemment fait sérieusement. Il y a un processus et d'ailleurs très souvent la justice se trompe. C'est pour ça qu'il y a des appels, il y a la possibilité de recourir et puis ça va jusqu'au bout. Les procédures sont très longues alors que l'accusation qui est lancée par un tel ou un tel sur quelqu'un d'autre, elle est immédiate, elle est totale et vous êtes on reviendra sur ces déclarations et ces paroles polémiques tout ça doit être remis dans un instant. Éric Woerth. Mais je voudrais qu'on aille aussi sur les questions financières, économiques. La réforme de l'assurance chômage, par exemple, à l'Assemblée. Vous qui avez été ministre du Travail, est-ce que c'est une priorité de la réformer aujourd'hui, sachant que visiblement, vous avez vu cette étude, il y a entre 25 et 42% des salariés éligibles qui ne perçoivent pas leurs indemnités. D'abord, ce chiffre est étonnant. Peu de monde avait ça en tête. Donc, s'il est vrai, c'est évidemment surprenant. Maintenant, il y a des raisons. Il y a d'abord des personnes qui ne le veulent pas pour un certain nombre de raisons. Il y a des personnes qui ont des carrières très, très hachées. Donc, il y a en tout cas beaucoup de raisons. Et il faudra lire ce rapport avec attention. Mais évidemment qu'il faut réformer d'abord, il faut réformer pour un certain nombre de raisons. C'est qu'une partie du droit tombe. Donc, il faut que ce droit qu'on repousse les textes, la durée d'application des textes. Ça, c'est des raisons techniques. Et puis, il y a des raisons, je pense, de fond. C'est qu'il y a une volonté quand même très forte de se dire que l'indemnisation du chômage, elle est fondamentale dans notre pays. C'est un filet de sécurité fondamental, mais elle peut jouer un peu différemment selon qu'on est en situation de plein emploi, en tout cas que le marché de l'emploi fonctionne bien. On voit bien qu'il y a plein de gens, et plein de chefs d'entreprise, petits ou grands, qui cherchent désespérément, et de l'autre, beaucoup encore de chômage et de chômeurs, même si les choses ont baissé. Donc l'indemnisation du chômage, elle doit tenir compte des cycles économiques, et c'est une des grandes orientations, des grandes options qui est dans ce texte, qui sera précisée plus tard. C'est une option, c'est une orientation, ce sera précisé sur les modalités de fonctionnement par décret, c'est pas du pouvoir législatif. En tout cas, vous dites qu'il faut après, évidemment, une concertation très forte. Oui, parce qu'on voit bien que le marché du travail, il est très fort et notre pays peut plutôt être satisfait de cela et que, évidemment, il n'y a pas de raison a priori lorsqu'on est aujourd'hui au chômage. Et qu'on est dans ces métiers qui sont très très en tension de ne pas retrouver du travail. Vous avez été ministre du budget, Emmanuel Macron creuse le mur de la dette. C'est Olivier Marleix qui le dit, par exemple, avec une augmentation des dépenses publiques de 47 milliards. Est-ce que là, on ne met pas en danger, en fait, le pays ? Avec le budget, c'est un budget de protection. C'est un budget de protection contre l'augmentation des coûts de l'énergie, contre l'inflation. C'est ça le sujet. C'est 45 milliards, pour être exact. En brut. Alors, en net, il y a des rentrées. Mais c'est évidemment extrêmement important. C'est des chiffres colossaux. Mais la plupart des autres États le font. Alors, la France l'a fait également pendant le Covid. D'une façon également tout à fait considérable. Alors, vous disiez qu'il y avait trop de dettes avant le Covid. Oui, mais en même temps, on votait. En même temps, sortir vos déclarations en même temps, sur la dette. Mais je les assume totalement. Il fallait bien, à un moment donné, soutenir les Français qui allaient perdre leur boulot parce que les entreprises ne travaillaient plus. Et c'est la même chose sur cette inflation qui est fondamentale. D'autant plus que ça coûte très cher de ne pas soutenir. La vérité, c'est que vous ne relevez pas un pays qui s'est effondré. Ça coûte terriblement cher. Il faut continuer. Moi, je l'ai vu en 2008 et 2009. Oui, il faut continuer dans ce sens. Il faut mieux cibler sans doute les mesures.
Et puis sans doute aussi, il faut les retirer très vite lorsque la cause a disparu. Et ne pas le faire, ce serait retarder en réalité les réformes. Si vous ne protégez pas les Français d'une partie de l'inflation, et notamment de l'inflation énergétique, il est très difficile d'aborder d'autres réformes. Le pays ne peut pas y être prêt psychologiquement. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas baisser la dépense courante, enfin en tout cas diminuer son rythme d'évolution, c'est ça la vérité, diminuer son rythme d'évolution, et ça, le gouvernement doit prendre plus d'engagements qu'il n'en a pris aujourd'hui. Oui, Elisabeth Borne hier a promis, à propos de l'énergie et donc de la guerre Russie-Ukraine, elle a promis que la France voulait rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'elle le rend insupportable pour les Français et les Européens, non ? Non, il faut que ce soit insupportable pour la Russie. Moi, je sais bien, j'entends la petite musique, ça sert à rien. Moi, je pense que ça sert beaucoup. D'ailleurs, M. Poutine, honnêtement, s'il trouvait que ça ne servait à rien, il n'agirait pas toujours comme ça. Il faut évidemment poursuivre. Il est naturel. On n'est pas hors sol. Hein. On n'est pas hors sol. On est en Europe. On est dans un continent qui est à l'est, en guerre, et avec un pays qui est en train d'être écrasé de façon absolument épouvantable. Il n'y a aucune raison à la guerre illégitime, totalement illégitime et illégale menée par M. Poutine. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Oui, on en a les conséquences. Maintenant, notre pays, il arrive quand même à vivre. Et évidemment, on doit en supporter un peu les conséquences. Il ne faudrait quand même pas que pour notre propre confort, globalement, de pays et d'État, on oublie ceux qui souffrent. Et les Ukrainiens, aujourd'hui, payent le prix fort de la folie de M. Poutine. Oui, même si peut-être qu'auparavant, on aurait pu essayer de calmer les choses. Mais avec ça, c'est une autre histoire. On fait plein de trucs, on fait plein de choses. Moi, je vois simplement qu'on soutient de façon infaillible et indéfectible le peuple ukrainien. Et Éric Woerth, la réforme des retraites, finalement, ça va être un peu repoussé parce qu'il va y avoir des concertations. C'est une bonne chose plutôt que d'éviter un passage en force. Moi, j'étais favorable à l'idée éventuellement d'un amendement dans la loi de financement de la sécurité sociale parce qu'on est bien dans une question de financement de notre modèle de retraite. Donc, et la première des justices, non, je ne dis pas que c'est une erreur, je dis que j'y étais favorable. Maintenant, on peut aussi être favorable à l'idée d'avoir un texte complet au mois de janvier. Si c'est au mois de janvier, ça pose pas de difficulté. Mais tous ceux qui disent qu'il n'y a pas urgence, c'est ceux qui veulent pas regarder le sujet en face. C'est toujours très très simple. On se dit c'est pas très grave, il n'y a pas urgence pour maintenant. C'est comme pour la planète d'ailleurs. Il n'y a pas urgence pour maintenant. C'est comme pour la dette. Il y a 5 ans en arrière, on disait la dette, il y a urgence, et puis finalement, on continue de creuser la dette aujourd'hui. Oui, mais il y a des. On continue de la creuser, mais par rapport à notre richesse nationale, donc il y a urgence. On peut pas en parler en 4 secondes. Il y a évidemment urgence pour garantir le financement du système de retraite, parce que c'est un système entre générations et on peut pas mettre sur le dos des générations qui viennent, c'est-à-dire des actifs aujourd'hui qui payent. Ces actifs, ils doivent être certains que quelqu'un paiera leur propre retraite. Donc il faut le faire doucement, il faut le faire gentiment, il faut le faire en prenant du temps, mais c'est l'intérêt général. C'est notre responsabilité, notre génération, c'est notre responsabilité d'adapter le système de retraite et en même temps d'y conduire un tout petit peu plus de justice si on en a les moyens. Éric Woerth, vous avez forcément entendu parler de cette expression hier, manger c'est mort, de la députée Danièle Obono. Qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous percevez à travers cette expression? C'est épouvantable. On voit bien le degré de violence quand on emploie ce type d'expression qu'on entend ici ou là. C'est vraiment... D'abord, c'est quand même dégrader la fonction parlementaire sous prétexte d'employer des expressions qui circulent sur YouTube, je ne sais où, ou dans certains milieux, ou le film. C'est dégradant pour la personne qui l'emploie, surtout vraiment très très dégradant, et c'est très violent. Je crois que il y a beaucoup d'extrémisme, et ces extrémistes portent une vision violente, très violente, de la société française, et ça n'a jamais marché. Ces idéologies ont toujours conduit à des drames humains considérables. Mais oui, il suffit de regarder l'histoire, parfois même l'histoire contemporaine, pour s'en apercevoir. Donc c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Donc il faut faire très attention de réussir. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça doit être un quinquennat réussi. Ça doit être un quinquennat réussi. Sinon, le risque, c'est les extrêmes. C'est pas un dérapage. Je pense qu'ils sont comme ça. Ils sont formatés comme ça, de façon violente. Qui LFI, les LFI et tous ceux qui prônent l'extrémisme. C'est des personnes en réalité qui n'acceptent jamais qu'on puisse penser autrement. Merci Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci à vous.